Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode du Jardin des Sources. La fois précédente, ça a été très sympa. On a eu pas mal de retours sur l'aspect sincère de la nature de l'épisode. On n'a pas reçu plus de questions que ça, et on en a toujours quelques-unes en traitement. Ça attendra encore un autre épisode, puisqu'aujourd'hui, c'est un épisode tout particulier, puisque c'est le premier épisode où nous avons un invité, qui n'est pas silencieux cette fois-ci, mais qui va venir apporter un éclairage, une opposition particulière au point de vue de Pierre ou du mien. Tout dépendra du sujet, bien sûr. Donc je tiens déjà à saluer Pierre pour sa présence éternelle. Ça va, Pierre ? C'est peut-être un peu ambitieux. Oui. Et aujourd'hui, nous recevons donc Gaylor, qui est un auditeur du podcast depuis le premier épisode et qui avait le désir de participer. Comment vas-tu, Gaylor ? Eh ben, tout va très bien. Merci à Pierre de m'accueillir. Merci à Hugo de m'accueillir aussi. C'est vraiment top. C'est cool. Eh ben, qu'est-ce que tu penses déjà ? Je voulais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses déjà du podcast ? Comme ça, on peut avoir un retour direct. Je vous connais déjà. Donc, c'est quelque chose, quoi. Mais je veux dire, c'est vraiment un moment à chaque fois très précieux pour moi d'écouter. C'est toujours plein de bonté. Ça radoucit mon dimanche soir, mon lundi matin plutôt, parce que j'écoute ça le lundi matin en déjeunant. Et à chaque fois, je recule la fin du podcast vraiment le plus loin possible pour justement garder tout le temps vos voix, en fait, le matin. Ah oui, bah, c'est quelque chose. Nos voix, surtout celle de Pierre, il faut le reconnaître. Hein. Oui, Il a une voix faite pour la radio et un visage aussi. Hein. Vous le connaissez, celle-là, on dit il a un visage fait pour de la radio. Je te dois combien ? C'est ironique, bien sûr, que Oui. Pierre est un beau gosse. Merci. Dont toutes les femmes désireraient partager la couche avant la guerre. Et on parle de la première, pas de la seconde. Très bien. Et donc aujourd'hui, on s'était donné comme thématique, bon, ça reste toujours un peu libre, on se laisse porter au fil de l'eau, de parler des masques, parce qu'on avait parlé des masques la fois précédente. Tu avais parlé des masques, Pierre. C'est un sujet dont on avait eu le désir de traiter précédemment. Et Gaylor, lui, avait envie initialement de parler de la notion de force, qui s'oppose à la notion de douceur, qui est une thématique chère au cœur de Pierre. Au cœur de Pierre, tiens donc. C'est joli, c'est joli. Et donc, on va faire une jonction entre la fin du podcast précédent et une volonté aussi de Gaylor de défendre en partie des idées qui peuvent potentiellement s'opposer à celles de Pierre. Et on pourrait donc nommer ce podcast le masque de la force. Qu'en pensez-vous, messieurs ? C'est parti. Et c'est pas s'opposer, peut-être. C'est peut-être s'allier aussi. Oui. Ensemble. Oui. La force et la douceur. Je crois qu'il y a une complicité contre soi. Oui, certainement. Certainement. À voir dans le débat. C'est-à-dire, c'était d'ailleurs une idée dans la philosophie de la fin du 19e, c'est-à-dire, ils ont repris une vieille notion médiévale des philosophes du Moyen-Âge, qui était l'intentionnalité. C'est-à-dire, tout est volontaire dans la complicité qu'on a de se détruire avec l'autre, donc de retourner sa force contre soi. Qu'est-ce qu'on peut avoir de tellement dangereux en soi
pour qu'on devienne son propre ennemi. Une force. Oui, tu crois que c'est une force? Spinoza dit « Ce qui manque à l'homme, c'est la puissance ». Et c'est une belle chose parce que c'est peut-être cette expérience d'enfant et de tout le coût qu'il y a à vivre pour nous en termes d'oppression du monde, qui est un monde violent, il faut le dire, qui fait qu'on va peut-être être complice de la force contre nous. C'est une idée que je donne comme ça, tu me diras ce que tu en penses. Pour ne pas être. Parce que, dans le fond, dans la chose, être, c'est être dans la chose. Dirait Heidegger, c'est vrai, ce qui a donné l'existentialisme. Dans le fond, l'ennemi et la détresse, c'est l'être. Mais l'être est une véritable détresse. C'est pour ça que toute notre énergie va être dans le paraître et la force du paraître, parce que c'est une solution. Et toute l'existence pour l'homme est de vivre loin de cette détresse. Alors cette force peut paraître comme une fragilité, puisqu'il faut disparaître soi-même dans cette fragilité-là, qui est nous dans notre être, pour être en sécurité. Parce que c'est malvenu. C'est malvenu. Le monde, nous naissons dans un monde qui nous apprend qu'il est coûteux d'être, mais que nous devons, nous soumettre à la volonté qui nous est imposée de devenir celui que le monde veut qu'on soit. Et pourquoi pas être, donc, pourquoi pas relier cette force à simplement un trait de caractère, peut-être. C'est un caractère, parce que dans les podcasts précédents, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que, donc, on est douceur, les béatitudes, on doit être tout ça. Mais, il y a beaucoup le mot violent qui revient à chaque fois. Le monde est violent, la naissance est violente, tout est violent. Donc, moi, je me suis toujours dit que c'est peut-être ce monde violent qui fait qu'on vit avec cette force. Pas d'être force, qu'il y a l'image de la personne forte, comme les Grecs, tout ça et tout, qui sont... Mais c'est vraiment, c'est même pas un sentiment, c'est une façon de se prouver peut-être aussi qu'on est quelqu'un, en étant fort, mais aussi pas de faire peur, c'est pas le mot peur que je voulais employer, hein. Mais c'est d'être, par cette force, d'être quelqu'un, on va dire, et je pense vraiment ça, de respectable. Parce que pour moi, ceux qui sont doux et ceux qui sont bienveillants, on les écrase un peu, je trouve. On les écrase, lui, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut avec lui. Parce que quelqu'un qui est fort par la force, qui a du répondant, j'en appelle à ça, moi. Et on va plus le craindre. C'est pas ce sentiment de crainte, moi, que je veux défendre. Hein. C'est ce sentiment de se dire, lui, faut pas trop embêter, quoi. Oui, mais donc tu associes la notion de respectabilité avec la peur provoquée. Alors qu'on peut être un être respectable en étant inoffensif pour les autres. Non, tu penses que c'est antinomique ? À un moment ou à un autre, et crois-moi, j'en ai fait beaucoup l'expérience, parce que j'ai grandi dans un milieu cité sur Paris, tout ça. Et bon, il y a ce milieu-là où je me suis dit, c'est ça, donc il faut être quelqu'un pour se faire respecter dans ce milieu-là. Et après, j'ai été dans d'autres milieux où je me suis dit, c'est à peu près quand même, la plupart du temps, c'est à peu près pareil. C'est que si on est gentil, j'ai déjà fait l'expérience à laisser passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on met un peu l'image, pour que les auditeurs comprennent, le point sur la table, sans violence aucune, que ça soit verbal. On commence à se faire respecter. Et là on se dit, là j'étais trop loin, donc avec lui j'ai pas trop joué, on va dire. Mais est-ce que le respect dont tu parles n'est pas une illusion ? Parce que tout ce que tu expliques à juste titre, moi je suis bien de ton avis, pose la question, qu'est-ce qu'on fait de nous ? Dans la force, on devient comme le monde veut qu'on soit. J'appelle ça un déterminisme, j'appelle pas ça une force. C'est une soumission au cadre. Voilà. D'être fort. Parce que moi je te rejoins dans l'idée qu'en fait, il y a des lois dans la nature qui imposent la force comme une nécessité.
Et la véritable force, je pense, c'est d'essayer de ne pas jouer à ce jeu-là. Et malheureusement, même si on devient victime de la violence des autres, on n'est pas moins respectable à ses propres yeux. Le problème, c'est celui qui fait le mal, c'est pas celui qui le subit. Tu vois, ça le rend pas moins respectable d'avoir subi la violence des hommes ou de la nature. Mais en revanche, la nature profonde que l'on porte en soi, elle peut être le fruit d'une douceur. Initialement, les enfants, ils n'ont pas le projet, globalement, de soumettre les autres. Ils sont dans un mimétisme de violence, ils observent. Mais Tout à fait d'accord. ils n'ont pas le projet de domination, d'hierarchie. Ils sont là, ils jouent avec leurs petits dinosaures dans le bac à sable. Ils ont leur projet à eux, tu vois. Exactement, c'est vrai. Et finalement, est-ce que la force en soi, c'est pas de rester de marbre face à l'imposition d'un acte simple? Parce que mettre un coup de poing, c'est simple. Détruire un château de sable, c'est simple. Bon, le créer, c'est pas si dur, mais quand on a 2 ans, peut-être un peu quand même. Et finalement, est-ce que c'est pas une véritable force que de ne pas être déterminé par la fonction du groupe ou la fonction naturelle du cadre dans lequel on évolue? Un exemple, mettons, dans le sentiment amoureux, cette semaine, je prends et j'ai prouvé à d'autres personnes, un livreur qui est venu et ça va, hein. Ah non, ça va pas, je me sépare. Et je dis à tout le monde, lui, c'est sa femme qui est partie. 48 heures après, je lui pose la question, il me dit, ouais, c'est elle qui est partie. Et pourquoi? Et j'avais dit avant, au cercle de personnes avec qui je parlais, il est trop beau, il est trop gentil. Et ça a pas loupé. Elle a été chercher en salle de sport la force, le mec carré. Et comme je dis, inconsciemment, mettons à ma femme, ça lui plaît pas, moi, cette force que j'ai. Ça lui plaît pas. Mais inconsciemment, j'en suis sûr et certain que ça lui plaît. Parce qu'en fait, pour elle, je pense que c'est une sécurité. Inconscient, mais c'est une sécurité. Et elle a beau me dire non, 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 j'en suis mais garanti à 1000%. Parce qu'on a été à la fois le gentil, donc le dindon, Voilà. et le méchant, et nous courait après. Voilà. Mais ça, c'est à l'échelle primitive. Alors si on se détermine à l'échelle primitive, parce que moi je la reconnais, le déterminisme biologique, l'épigénétique, moi je le reconnais tout à fait. Mais finalement, si on se laisse déterminer par ce critère-là, est-ce qu'on reste pas des singes? Oui. Mais après, je te rejoins, et là, c'est là où ça m'a tout éclairci. C'est que j'ai parlé avec ce garçon et qui m'a dit, m'a changé. Parce que j'étais carrément dans les excès, dans tout, et elle m'a changé. Donc elle a tout changé, à la maternée. Et une fois qu'elle a plus rien à faire, elle a fait son boulot, bah elle va voir ailleurs. Et ça m'a fait un déclic, ça m'a fait l'ampoule. Ça m'a fait l'ampoule. Pas pour... je veux pas en venir à parler de la femme, je veux en venir à parler de moi, cette force qui m'anime pas, parce que au fond, j'en suis sûr qu'au fond, si on fait bien la part des choses, il y a quand même une certaine... quand on agit comme ça, il y a une certaine... je dirais pas tristesse, mais on est quand même malheureux de vivre avec ça. C'est comme pas une maladie, je dirais pas jusqu'à là, mais c'est quand même tout le temps passé pour le mec qui est fort, le mec qui blablabla. Alors que des fois, c'est vrai que, et je te rejoins aussi, on pourrait laisser passer ce truc, et ça serait peut-être encore peut-être plus fort. Comme on dit, je me rappelle pas, ça me revient. De laisser couler, quoi. De laisser couler, se dire, bon, bah, voilà, il pense ce qu'il veut, mais moi, j'ai pas usé. Il s'est pas servi de ma maladie. C'est très important, là, ce que tu dis. Parce que dans le fond, en plus, on appelle ça l'amour. Moi, je crois que l'amour n'a rien à voir là-dedans. C'est un... Peut-être. Mais c'est un intrus. C'est comme ça. C'est peut-être un intrus plus fort, ça dépend. C'est un intrus plus fort. Pourquoi? Parce que dans le fond, l'amour, ce qu'on appelle l'amour, il faut y réfléchir, nous rend fragiles. Quand une femme a l'objet, elle le jette, tu l'as dit, elle le jette. Mais pourquoi une femme serait différente de nous? Si on recherche à n'être que le produit
et la loi, et d'obéir à la loi des hommes, du monde, l'esprit du monde, on est forcément déterminé par le monde. Et si on est déterminé par le monde, on a beau appeler ça la force, on n'est qu'un objet. Et c'est la réduction de l'être à l'objet. La femme s'intéresse à nous si on lui échappe et pas si on lui obéit. Et lui échapper, c'est une certaine solitude. C'est-à-dire la finalité ne peut pas être relationnelle si on veut avoir un prix élevé pour ceux qui vont vous rechercher. Et moi, le départ de ma femme, je peux en parler, je l'ai vécu aussi. Mais dans la vérité, c'est là qu'on trouve une liberté. Pourquoi se soumettre, ou pourquoi on cherche une femme qui joue et qui exige que l'on soit autre chose que ce que l'on est? Pourquoi? Le grand problème sur lequel à mon avis, on ne se fixe pas, c'est l'intentionnalité dont parle Brentano, c'est-à-dire cette idée qu'on n'est pas un acteur de la disparition de soi. C'est ça qui nous pénalise énormément. Parce que si on est un acteur, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire qu'on va travailler à disparaître dans la chose. Et au moment où on a l'illusion d'une force, c'est à ce moment-là qu'on n'a plus aucune valeur, même pas pour soi-même. Parce que dans le fond, tout se passe avec la permission d'être entre soi et soi. Après, c'est des phénomènes. La chose, cette réalité de la chose, c'est quelque chose qui nous sécurise. Parce que dans l'enfance, nous avons appris que être, c'est une détresse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu décides d'être, et non plus d'obéir à cette disparition de toi-même, la détresse va remonter immédiatement. C'est pour ça qu'on peut toujours intellectuellement choisir d'être, dans la réalité, profondément, on sera blessé par cette rémanence, je dirais, de cette dimension de l'être qui est indiscutablement une fragilité qui est impossible à vivre. L'amour, c'est un intrus. Et quand tu te dis, dans le fond, que toi, tu as collaboré à ta propre disparition, ça veut dire que tu t'es pas plus estimé que la femme qui te demande la force. T'as pas plus d'estime pour toi et tu collabores à cette disparition de toi et on vaut plus un clou. Je l'ai vécu ça, aussi, comme tout le monde. Tu vaux plus un clou, même à tes propres yeux. Tu vaux plus un clou. Parce qu'au fond, tu le disais, Gaylor, mais on n'y croit pas à ce rôle de la force. L'être de nature est fragile. Toute l'idée de l'existentialisme d'Heidegger, par exemple, c'est que l'homme ne peut être que dans la chose. Et la fonctionnalité de la force ne s'exerce que dans l'appropriation. Or, l'amour ne peut être que contemplatif. Oui. Donc, par définition, il ne peut pas s'agir d'amour quand on agit en fonction de comment on peut garder ou pas quelqu'un. Parce que cette idée-là, déjà, regarde, en amitié, tu ne te poses pas la question. Tu ne te dis pas, c'est mon ami parce que je lui offre un pain au chocolat, ou parce que je lui ai donné ça, ou parce que je l'appelle, ou parce que je l'appelle pas. D'ailleurs, ça t'est déjà arrivé, Gaylord, je sais pas, enfin moi, ça m'est arrivé. T'as des gens que t'appelles pas pendant 2-3 mois, puis après, tu m'as pas appelé. Et donc ça veut dire que notre amitié est conditionnelle. Donc ça veut dire que ça s'appelle pas de l'amitié. Ça veut dire que je suis un objet, et je dois répondre à un besoin d'attention qui est le tien. Mais moi, par exemple, je sais que l'amour, en amitié, c'est du domaine pratiquement de l'indescriptible. C'est le simple plaisir d'être en présence d'une autre personne, et ça suffit amplement. Et la notion de force en amitié, elle est inexistante. Et d'ailleurs, quand tu définis des amitiés toxiques, c'est toujours parce que tu vois un suiveur, un suivi, le binôme de la moche et de la jolie. Tu vois, c'est le lieu de tous les règlements de compte. Donc, on peut dire que factuellement, dans le domaine organique, cette dimension-là, tu as raison de dire que la force permet, par exemple, de garder captif un élément qu'on appelle sa femme ou son homme ou son amoureux, jusqu'à un certain point. Parce que c'est une méthode étouffante de l'oiseau en cage. Le masque étant la cage, le masque de la force étant la cage. Mais est-ce que l'oiseau est finalement libre et heureux d'exister? Peu de chance. C'est là que
le thème du podcast est top parce que la force peut être aussi un masque qu'on se met. Le matin, on met le masque de la force en disant aujourd'hui, c'est moi la force. Mais en fait, dès que j'enlève, ou la personne qui l'enlève, peut être, comme tu dis, très doux Oui, en dessous oui. et rempli de douceur. Mais dans cette douceur, tu te méprises toi-même. Et voilà. Parce que. Donc tu es bien l'acteur central de ta problématique, je dirais. C'est-à-dire, tu es sauvé de la détresse de l'être, tu es sauvé. Le problème, c'est que tu n'es plus là. Tu es fort, tu es plus fort, c'est sûr. Le monde est fort et violent, tu réponds à cette violence, et tu n'es que l'objet qui répond à une injonction sociale. Alors c'est formidable, tu fais ta place, il y a des forts qui font leur place. Le problème, c'est qu'ils sont plus là. Ils sont les premières victimes de cette force-là qui fait qu'on doit disparaître pour être en sécurité. Ce que j'appelle un peu l'exil de soi. Et il y a Heidegger, je l'ai noté, qui dit, à un moment donné, je trouve ça assez beau, l'homme est l'abri, l'homme est l'existence, dans le fond, est l'abri dont l'être aurait lui-même besoin pour échapper à la détresse. Toute l'existence, c'est d'échapper à la détresse de l'être. Voilà ce qu'on construit, et on pense qu'on est plus libre si on fout un coup de boule ou de truc, parce que on est agressé, et on va répondre. Le problème, c'est qu'on s'agresse soi-même en épousant la violence, et c'est vrai pour les femmes aussi, dans le fond. Le mépris qu'elles arrivent, tu en parles, qu'elles arrivent à avoir pour nous, c'est l'exacte copie du mépris qu'on a pour soi-même. Ça, par contre, je suis vraiment, mais. Je suis pas contemplatif, c'est fort, mais comment une femme peut t'aimer vraiment et sincèrement, enfin, je crois, et comment aussi elle peut te détester. Comment elle peut te détester après avoir eu des sentiments. Et c'est là que je rejoins l'homme est quand même un peu plus doux là-dessus, en disant oh, on s'est aimé, on s'aime plus. C'est que la femme a-t-elle autant qu'elle peut te détruire. Oui. Et si justement tu n'es pas armé de force, mais je veux dire, quand je parle de force, moi je ne parle pas de points, de violence physique. Oui, je comprends ce que tu dis. De force, ça peut être de la force mentale. Oui. C'est quand même. Moi, je suis admiratif de ça. Comment elle peut donner tant d'amour et tant de haine. Mais regarde comme tu es certain de toi. Elle n'a jamais donné que d'amour. Elle n'en est pas capable, et nous non plus. Elle est l'objet d'une éducation, d'une réalité elle-même qui l'a conditionnée. C'était du maquillage. L'homme est incapable d'aimer, et l'amour est un intrus, pas au fond une réalité dans l'être, mais l'être est exclu depuis longtemps. Ce qui sécurise, c'est de ne pas de laisser la supposée existence. Oui, tu voulais dire ? Oui, je t'écoute. De le laisser dans un personnage qui joue une comédie. Parce que celle dont tu dis « elle m'a aimé », elle t'a pas plus aimé toi qu'elle-même. Parce que le problème, s'il y a un amour, c'est qu'il commence par l'amour de soi. Et que je te parie que les femmes qui nous ont aimés, si ça existe... Surtout vous deux, les gars. ne s'est peut-être jamais aimée elle-même. Elle n'existe que dans le personnage. Moi, à un moment donné, avec Fred, donc ma femme, je lui ai dit, parce qu'elle est partie comme ça, ça a été un peu chaotique, mais au bout du chemin, le temps passant, je lui ai dit, mais c'est normal, on était armés jusqu'aux dents, on l'est toujours un peu, et pour moi, la fragilité de l'amour était impossible à vivre. C'est ça que je me suis dit. C'est-à-dire, tu parles pas de l'autre, il m'aime pas, des trucs qui servent à rien d'ailleurs. Tu parles de toi. Qu'est-ce que tu dis de toi ? Qu'est-ce que le monde a fait de nous ? Et qu'est-ce qu'il veut de nous ? Et sans notre accord, il peut pas le faire.
L'amour n'a rien à voir là-dedans. Surtout dans l'idée que le comportement ait pu changer du moment où tu étais avec et tu n'es plus avec. Ça te détermine totalement en tant qu'objet et élément d'appropriation. Comme j'ai eu le gagnant, je l'ai plus, mais l'idée d'avoir, tu vois, c'est le mot utilisé. Sinon, si t'as pas de problème avec la personne, elle ne t'appartient pas, c'est pas le sujet, tu vois. Donc forcément, t'as pas existé en tant qu'individu, t'as existé en tant qu'élément qui servait à quelque chose. Du moment que tu servais, t'étais aimé, et du moment que tu servais plus, t'étais plus aimé. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? Parce que par essence, l'amour n'est pas inconditionnel. Oui. Oui. Mais donc à quel moment, c'est la preuve même que cet amour est quand même à remettre en question potentiellement. Et je pense que le rapport au féminin, bonjour maman, bonjour papa, on va dîner ensemble. Il est là, la racine et la source, elle n'est pas dans l'autre. Et comme dit Dolto, je le dis souvent parce que je trouve que c'est une phrase de Dolto magnifique, on est toujours l'objet du désir des autres. On ne peut être le sujet que de son propre désir. C'est-à-dire le problème, c'est l'autre. Toi, Gaylor, ou moi, Pierre, j'ai besoin du regard de l'autre pour être quelqu'un. Eh ben oui. Si tu te dis non, ça veut dire que tu échappes à l'intentionnalité, c'est-à-dire à ta compromission dans la disparition de toi dans l'être. Et comme le dit Heidegger, c'est une détresse, l'être. Donc on va se composer, et on va appeler ça l'amour, quelque chose qui n'a pas de réalité. Pourquoi ? Parce que la vraie réalité de l'amour, c'est l'amour de soi d'abord au commencement, et qui demande rien, quand il est vrai, que la contemplation de l'autre. Ben, on en est très loin, parce qu'on veut trouver un exil qui nous guérisse de notre détresse. C'est ça la vérité. Dans ce que l'on est, on est dans une situation de détresse. Et la force, ce n'est rien que le masque et une illusion. Je veux dire, dont le but et la stratégie est d'exclure de nous la détresse en disparaissant pour mieux se sentir, pour être mieux, en sécurité. Encore une fois, on n'est plus en sécurité, c'est vrai, mais on n'est plus là. Ouais. Alors, Heidegger dit par exemple, on peut toujours faire quelque chose de ce que l'on fait de nous. C'est-à-dire, on est le produit d'une société, d'une famille, on devient l'objet attendu par cette famille, surtout si on est dans un rapport d'hostilité par rapport à des gens qui n'ont pas manifesté qu'on était quelqu'un d'important. Et la vérité, qu'est-ce qu'on fait de nous ? Tout se passe entre soi et soi, à l'intérieur de soi. Dès qu'on regarde les autres ou l'autre, par exemple une femme qui vous a aimé, on décide qu'elle vous a aimé, on décide que c'était de l'amour, et on décide qu'elle vous aime plus. Mais je veux dire, la vérité, c'est que c'est entre soi et soi. Les autres n'ont aucune importance, sauf s'ils nous permettent d'appuyer une stratégie de disparition et de distance par rapport à l'être. On est son propre acteur en persécution. Donc l'exil, c'est l'amour, c'est l'exil. Voilà. Donc on veut avoir à travers la relation, ça c'est toujours la relation, eh bien le moyen d'agir afin de disparaître. Et ça, évidemment, l'amour n'existe pas dans cet univers-là. On souffre moins, mais parce que on est mort. Et c'est vrai que quand on est mort, on souffre moins, normalement, hein, Hugo. On connaît des morts qui ont quand même des sales têtes. Hein. Et il existe aussi des gens qui ne font pas directement usage de la force, mais qui provoquent la violence chez les autres pour justifier leur propre enfermement. Ça pourrait te parler, Gaylor? sans rentrer dans des détails. C'est un archétype. Ça existe aussi. Oui, mais parce que ça te parle, toi, Hugo? Bien sûr, mais... Là, on t'écoute. Non, mais moi, j'ai pas d'exemple personnel. Surtout pas personnel. Non, mais il existe des gens qui cherchent en fait à être des martyrs et à s'emmurer par la provocation de la violence des autres. Bien sûr. Et comme ça,
pensent se cacher eux-mêmes du jugement d'avoir provoqué leur Oui, propre oui, enfermement. oui. Voilà, parce qu'ils utilisent les autres dans la provocation de la violence qu'ils possèdent en eux. Mais c'est remarquablement, de mon point de vue, intelligent ce que tu dis. C'est tellement vrai et c'est tellement nous. Oui. Et tu appelles ça les gens. Quand est-ce que je dirais je suis un Bien acteur? sûr, bien sûr. Oui, mais c'est important. C'est justement l'intentionnalité qui a pour volonté de faire porter à d'autres que nous la responsabilité de sa disparition dans la violence. Parce que dans la violence, ce n'est qu'un phénomène de la disparition de soi. C'est-à-dire, il y a tout ce jeu dont Hugo parle très justement et qu'il analyse merveilleusement parce qu'il le connaît bien, sûrement. C'est une supposition. On va se mettre à deux contre un. Qu'en penses-tu? Je reste sur ce... Après, on évolue. Avec le temps, on évolue. Oui. Je suis plus du tout... Moi, je prends... Même, mettons, dans l'éducation des enfants, j'ai pas du tout la même éducation de mes filles avec mon petit garçon maintenant. On va dire, je suis plus mature, sans prétention aucune. Non, mais est-ce que je peux te demander, Gaylor, quel est ton principe d'éducation? Rapidement. Alors, justement. Et à 24 ans, c'était vraiment... Il fallait que tout soit bien, tout soit la meilleure, les meilleurs, apprendre la lecture, vite, d'âge. Et maintenant, c'est plus le laisser découvrir. Découvrir vraiment l'amour est porté et la même chose, je donne le même amour à mes enfants, mais avec de la maturité. J'étais à 24 ans, je pense qu'on est foufou. On croit que le monde est à nous, que mes filles vont être les meilleures, que machin. Donc c'est pour ça, pour être meilleur, il faut se servir de la force. Oui. Mais tu ne peux pas t'aimer toi-même, mais tu prétends aimer tes enfants. Voilà, t'as compris. Et est-ce qu'ils vont bien? Et ça va. Ça se reconstruit. Écoute pas. Mais tu comprends? Mais je n'ai pas du tout. Mais voilà. Ton rapport à toi-même dans l'acceptation de la fragilité de l'être Voilà. va être une créateur pour ce que tu prétends aimer. Mais tu peux pas prétendre aimer quelqu'un si tu ne t'es pas aimé au préalable toi-même. Et que la source de l'amour des autres que l'on transmet, Hugo en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est ce commencement de l'amour de soi. Et peut-être de l'admiration qu'on peut avoir pour soi-même. Ne pas hésiter à être prétentieux, tu m'as dit. L'autre jour. J'ai dit ça. Oui. J'ai dit. Ça peut paraître de la prétention que de chercher à s'aimer soi-même. Voilà. Mais oui, prétentieux, mais si c'est... Prétentieux envers soi-même. Voilà. Ouais. Tu peux être, comment dire, admiratif de toi, parce que tu portes en toi la vie. Et dans la vie, il y a des beautés incroyables. Et c'est le mépris de soi qui est une atteinte. Sauf que les raisons pour lesquelles s'admire Gaylor se retrouvent constamment dans l'expression de la force. Donc il a une admiration de lui-même pour le personnage et non pas pour l'être. Oui, peut-être. Oui. À découvrir après, peut-être. C'est vrai. Les pecs. C'est vrai. C'est vrai. À découvrir. Mais je pense que chaque jour, et ça dépend aussi des rencontres que l'on fait, attention, on se découvre. On se découvre une partie de soi. Oui, mais Gaylor, tu peux me permettre, c'est audacieux, tu me reprendras si... Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Ah oui. Eh bien, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'on se découvre chaque jour. Je sais que je ne sais rien, dit Socrate. Oui. Ah oui, non, d'accord, ok. C'est qu'on donne le visage de celui qui doute à ses propres enfants. D'abord, c'est la vérité, on ne sait pas grand-chose. Et ensuite, c'est ce qu'ils attendent pour se construire eux-mêmes, c'est de découvrir la fragilité de leurs parents et non pas la force. C'est pas une responsabilité, c'est une vérité.
Dans le fond, si tu es celui qui pense éduquer, parce que tu as des réponses à tout, tu es dans l'expulsion de l'amour, et dans l'apparence d'une chose qui n'a jamais existé. C'est on reconnaît la pathologie toujours à ce qu'elle est pleine d'abord d'idées, idéos chez les Grecs, et ensuite de certitudes. Et on en parlait dans le 4e épisode, Pierre. Oui. Et moi, j'essayais d'opposer à ça la notion de ce que, justement, la force et la violence de la société, des hommes et de la nature allaient imposer à l'enfant. Et que toi, tu pensais qu'il allait trouver naturellement la ressource en lui pour se prémunir de cette violence-là, sans qu'on lui ait adressé quelconque information ou conseil. La vérité, Hugo, peut-être, je parle de moi. Donc si je peux être le premier à dire que j'ai pas de certitude. Mais c'est qu'on ne sait rien. Si ton enfant te dit comment il faut faire ça, je sais pas. Parce que la réalité, on se le dit entre nous, on est seul là, on peut se le dire, c'est qu'on n'a pas trop bien réussi. Moi je dis, j'ai tout raté. Tiens, il y a Hugo un jour, il me dit, si tu peux parler de tes principes d'éducation. Ah oui, je peux en parler. J'ai une fille alcoolique, une autre un garçon qui a 40 ans et qui vit chez moi. Moi j'ai de bonnes idées là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Dès qu'on a des principes, on a des idées, et les idées, c'est la disparition de l'être. Mais c'est pour ça que dans cette force, moi, quand j'ai élevé mes filles, que j'avais 24 ans, elles ont été droites. Oui. Jusqu'au moment où maintenant... T'es compé. Lily est majeure, et elle voit toujours en moi cette force. Et oui, et ça l'écrase. Donc quand, mettons, il y a quelqu'un qui coupe la route ou quoi que ce soit, elle croit que je vais mettre une marche arrière et que je vais poursuivre ce garçon ou cette femme en l'insultant, en se servant de cette force. Or que j'ai changé, ça me fait penser un peu au film American History X, où le mec, quand il sort de prison, son petit frère, il l'idolâtre et il dit, mais le mec a totalement changé, c'est plus du tout un skin, c'est quelqu'un, s'il veut devenir quelqu'un de bien, il veut tout oublier, et son frère est... Mais non, mais... Il a abandonné la force. Voilà, c'est pas comme ça. Et pourquoi Lily pense d'elle-même qu'elle n'est pas une bonne personne? À cause de la force, non? Il y a des chances, oui. À cause de la force. Il y a des notions de transmission par mimétisme en général. Oui, c'est ça, t'as raison, je suis de ton avis. Mais après, moi je me dis pas que par rapport à ma force, ou par rapport au masque de la force, je ne suis pas une bonne personne. Alors je vais être prétentieux, je me qualifie toujours comme un gentil garçon. Un gentil garçon. Où on m'a toujours... Enfin moi, il y a un ancien qui m'a appris toujours... les 5 règles, quoi. Si quelqu'un te tombe dessus en te traitant de tout et non, reste cool. S'il te fait ci, reste cool. 3e fois, reste cool. Reste cool. Et le dernier, jusqu'au moment où il faut plus l'être. Ça m'a... Oui, mais Gaylor, est-ce que tu penses de toi que t'es quelqu'un d'admirable? Je pourrais être admirable. Je pourrais. Je pourrais. Donc je ne suis pas. Je suis, parce que, tu vois, t'en apprends encore, je porte la vie. Je porte la vie, donc... Peut-être. Mais t'es admirable en quoi? Tout le monde porte la vie, c'est commun. Oui. En quoi? En portant la vie. C'est tout. Ouais. Donc tu es admirable malgré toi. Je sais pas, t'es un grand peintre, t'es un grand ceci, t'es un grand écrivain, un grand philosophe, un grand quelque chose. Je me permettrai pas de me qualifier de Je ça. me permettrai pas de dire que je suis grand. En taille. Mais moi, je suis pas de ton avis. Je suis pas de ton avis. Je trouve que grand, tu l'es. T'as un cheminement en plus. Mais est-ce que ce serait possible que tu donnes pas une leçon, ce que j'ai fait moi d'ailleurs, malgré toi à tes enfants, en disant « Deviens pas le minable que je suis, réussis quelque chose dans ta vie, fais des études supérieures, par exemple », ce qui fait que cet enfant-là, il va penser qu'il faut réussir parce que c'est le désir de papa ou de maman, etc. Réussir. Que comme il est pas bien. Mais comme il peut devenir dans ce qu'il représente, là on dit la force du personnage, et il peut ressentir, ou elle peut ressentir,
Il sera aimé conditionnellement comme l'objet désiré du regard Voilà. du père ou de la Et mère. et qu'il n'est pas comme il faudrait qu'il soit. Et donc, on parle de ce fameux amour qui n'existe toujours pas. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que je vous dis que malgré tout, tous les jours, je découvre quelque chose. Mais je le crois, ça, oui. Tous les jours, Oui, une moi partie, aussi, que ça moi soit de aussi. la vie ou une partie même de moi, qui soit infime, je veux dire, mais qui soit vraiment même minime, mais je découvre, c'est sûr. Et c'est pour ça que je dis cette force, on revient sur. Pour moi, c'est vraiment un caractère pour moi. J'ai toujours été comme ça. Comme toi, peut-être la douceur, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on entend les anciens podcasts où tu dis, mettons, ou vous dites même, quand ton vrai visage sera révélé, c'est là que les gens vont pas être bien, Et tu parles de Jésus, regarde Jésus, il a été crucifié par des êtres humains parce que ça, il était doux, parce que ça, il était bienveillant. Je pense que si Jésus, au lieu de dire mettez-moi une gifle et je t'en l'autre joue, il aurait dit mettez-moi une gifle et vous en met une. Peut-être que. L'évangile selon Gaylor. Non, Gaylor, je suis pas quelqu'un de gentil. Doux. Encore moins. Pas du tout. Pas du tout. Hugo, il te le confirmera, il me connaît bien. Je suis pas doux et gentil. Je me bats pour l'être parce que je sais qu'il y a une liberté à la clé, mais je vis dans la colère envers ma mère, mais qui est ma raison d'être. J'ai cru comprendre dans le dernier podcast. Oui. Et tu vois, je dirais jamais ça. Ta colère, je la comprends bien parce que j'ai la même. Et alors la colère, un des effets de la colère, c'est surtout pas de se présenter dans sa réalité d'une fragilité qui est la fidélité à soi-même. Non, non, nous on disparaît. La colère, c'est d'être ce guerrier armé jusqu'aux dents et qui va se présenter comme le gars bien et dire à ses enfants, devenez comme moi. Et vous serez quelqu'un d'important. Ou vous deviendrez quelqu'un d'important. Mais je veux dire, par contre, je le dis, maintenant quand je discute avec Fred, je dis on était armés jusqu'aux dents. Parce que elle est partie, je me suis retrouvé avec les 4 enfants, mais la mauvaise, c'était elle. Hein. Maintenant, les garçons, ils veulent plus la voir depuis cette époque-là. Et je leur dis aux garçons, non, c'est pas elle, c'était nous, c'était moi. Je veux dire, alors à un moment, elle admire la force, comme tu dis. Et puis ça, évidemment, ça explose parce que la force. Et c'est pour ça qu'elle t'avait choisi. Exactement. Elle me le dit, elle me l'a dit. Elle m'a dit, ça m'a rangé quelque part. On peut se parler vrai après. C'est-à-dire, moi, je réussissais bien. Bien. Le problème, c'est que c'était pas moi, ce que je te disais tout à l'heure. Et si c'est pas toi, tu as une possession illusoire entre les mains et tu es infidèle à peut-être l'amour que tu portes en toi, parce que dans la vérité, c'est que j'étais incapable d'aimer, étant donné la dimension de fragilité qu'il y a dans cet amour dont je te parlais tout à l'heure, cet amour de soi. Donc j'étais incapable de pouvoir être dans mon rapport au féminin. Là, il fallait nourrir ma colère. Et c'est bien construit, parce que quelquefois, comme tu dis, c'est pas forcément un coup de boule ou un coup de... Tu vas construire le personnage que tu n'es pas, ça va être méticuleux, bien organisé, et fait de certitude Et caché. Et caché. Et c'est là que arrive le transfert, comme nécessité. Voilà. C'est très juste. Moi, je crois ce que tu dis là, le transfert, c'est fondamental, oui. C'est l'élément, c'est l'objet du crime de la colère. Oui, exactement. Et ce qui est marrant, c'est ce parallèle avec les sports de combat. Parce que j'étais à un gala de MMA, là, de mon club, là, il y a 2 semaines, il y a une semaine. Et je t'ai dit, ouais, il n'y a pas eu de heurte, il n'y a pas vraiment eu de sécurité, il n'y a pas eu besoin d'eux, alors qu'il n'y avait que des trancheurs de gorge, des découpeurs dans les tribunes, dans les gradins de partout. Et on était 600 personnes et il n'y a pas eu un papier par terre, il n'y a pas eu une insulte. Bon, il y a toujours un con ou deux qui hurle, tue-le ou fait des choses comme ça. Bon, après, on a tous notre façon d'exprimer la colère et la violence. Mais globalement, on évolue dans un univers pacifié
dont l'image est la violence même. Ouais. Et généralement, la Ouais. véritable violence évolue dans un univers visuellement pacifié, Oui. qui ne l'est pas du tout. Pas du tout. C'est vrai ce que tu dis, Hugo. Je trouve que c'est caché essentiellement. Et dans le sport de combat, je suppose, tout est dit et les belligérants se respectent, et même plus que ça. Parce ils se présentent pas sous un masque avec la possibilité. Et dans le fond, dans un sport de combat, tu penses à quoi? À ta peau. Tu t'occupes pas de l'autre. Ou du moins, et tout est dit. Et dans le fond, c'est pas gênant. Il y a de la fraternité, dans le fond, de l'admiration réciproque. Tout se construit. Et les grands combattants disent tous que c'est un combat contre eux-mêmes. Voilà. Et c'est beau, ça. Moi, je trouve ça magnifique. Et on voit l'expression de l'amour pur à la fin. Généralement, après, c'est monté en épingle des fois, des frictions, mais généralement, il y a une proximité. Et après les combats, j'étais dehors, il y a eu une pause entre quelques combats. Et on voyait chacun des combattants qui s'était mis sur la courge, et ils discutaient librement, comme s'ils avaient toujours été frères, alors qu'ils ne se connaissaient pas avant de s'être détruits. Moi, je trouve ça très beau. C'est-à-dire, tu n'es pas dans un personnage, tu n'es pas caché. Tu dis, je suis violent. Et on va Une certaine fraternité après dans ces sports de combat. Les gens d'extérieur voient ça comme son ennemi, mais en fait, il y a quand même une certaine fraternité, un certain respect. Et après, moi, je me rappelle que les peu de fois où j'ai, on va dire, même pas combattu, fait des sparring avec Hugo, Hugo, c'est quelqu'un qui n'a pas le même visage. Dès qu'il met les gants et dès qu'il commence, dès que c'est ding, et ça, c'est fou. C'est vraiment fou. Faut le voir pour y croire. Il n'a pas le même visage. Non. Il n'a pas du tout le même visage. Donc et là, il vient de déclasser encore quelque chose. Il combat contre soi-même. Oui. Il prend le visage, il combat contre soi-même. Et là, ça vient de faire tilt encore. Ah oui. Ça vient de faire tilt. C'est vrai que Hugo, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas le même visage quand il combat. Et ça ferait que tu mets les gants un jour. Et pas que là, on le voit en situation, j'en parle souvent avec lui, professionnel, quand il est face à des clients qui sont diminués, des anciens, ou peu importe, ou des enfants, il est totalement libéré. C'est-à-dire totalement lui-même. C'est ce qui fait d'ailleurs sa performance professionnelle. Il est une nourriture pour les autres parce qu'il est complètement pacifié quand il n'y a pas de danger. Et le danger, comme il n'est pas trop bête, ça dépend des moments, c'est ce qui est caché. Tout est caché. L'amour, le mariage, les femmes, je t'en parle même pas. Ah oui, Si on arrête ça un peu, on pense à soi, à grandir dans cette liberté de soi, qui a une dimension merveilleuse, qui est pas fonction de l'objet qu'on doit être dans le monde social, éducatif, les injonctions parentales. On se regarde et on prend soin de soi. Et savoir ce qu'on a besoin pour être heureux, soit dès qu'on c'est fonction de l'autre, on disparaît. C'est pathologique, toujours, quand il s'agit de la société, d'une communauté politique, des femmes. C'est dès que tu sors, tu regardes que l'autre, tu disparais. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui fait que tu ne t'aimes pas toi-même. Donc, commençons par ce qui nous fait naître à nos propres yeux. À mon avis, c'est fondamental. Fondamental. Et c'est une vérité, tu as raison Hugo, c'est important le fait que dans ce monde-là, cette violence-là est cachée. Elle est cachée complètement sur les sentiments, les sublimations. Alors c'est joli, hein, la robe blanche, le ceci, tout est beau. Hein. Ah, puis on met l'amour partout. Hein. Elle m'a aimé, elle m'aime moins. Pas... Alors que tout est contractualisé, tout est conditionnel. Oui, exactement. Tout est conditionnel. Est-ce qu'on va être heureux d'être soi? Gaylor reste silencieux, alliance à la main. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, le mariage? Ouais, je vais partir dans le primaire. Hein. Être soudé, même si on n'a pas besoin de ça maintenant, avec le recul, ouais, tu dis, il n'y a pas besoin d'un mariage pour vraiment s'aimer. Mais tout est relatif maintenant. Tout est relatif dans le sens où s'aimer déjà soi-même. Tu vois, tu viens de le dire encore. S'aimer déjà soi-même avant d'aimer l'autre ou d'attendre de l'amour de l'autre.
de l'autre. Mais moi, c'est une... Et là, je parle vraiment avec le cœur. Hein. Et là, je cherche pas des protocoles de savoir c'est moi, c'est l'amour de moi ou quoi que ce soit. Moi, ma femme, c'est quelqu'un, et je peux pas dire le contraire. Et toi, tu vas me dire, waouh, j'en suis sûr. Mais... Et j'ai voulu le faire aussi, mais c'est quelqu'un qui m'a sauvé. Indéfiniment, elle m'a sauvé. Et je peux pas dire le contraire. C'est un fait. C'est là, c'est devant moi, c'est un fait. Je peux pas dire non. Elle m'a sauvé. Avec mon aide, bien sûr. C'est moi qui ai voulu être sauvé. Mais elle est pour beaucoup dans ce sauvetage. C'est sûr et certain. Il n'y aurait pas eu cette rencontre, parce qu'il y a des rencontres quand même. Et alors, tiens, j'en parlais encore il y a 48 heures, je ne voulais plus personne dans ma vie, quoi. Je ne voulais plus personne dans ma vie, je voulais vivre tranquillou, chez moi, tranquille. Et elle est arrivée, comme un cheveu sur la soupe. Et je mets pas une médaille en me disant, ah, mais c'est elle, c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui et que je bois pas et que je fume pas et que machin. Pas du tout. Elle a été bienveillante. Pas à mettre des ultimatums en disant, et ça je dis toujours, mardi t'arrêtes ça parce que sinon non, on va y arriver. Donc il y a toujours ce truc de soigner derrière. Il y a toujours ce truc de soigner derrière, de couver, parce que voilà, comme disait Jacques Brel, une femme, ça a toujours besoin de paille, de couvrir ses œufs, et l'homme il a besoin de brillance, de voyage, de liberté, de tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut se mettre, c'est pas rentrer dans la norme, hein. C'est peut-être la première fois, voilà, et que j'ai vraiment aimé quelqu'un. Vraiment. Et peut-être donc, sans le savoir, appris à m'aimer moi-même. Mais je l'ai aimé quand même. Elle avant tout. Avant tout, vraiment, j'ai découvert quelqu'un. Avant, c'était, on va dire, de l'amour, pas mature. Voilà. Là, maintenant, c'est quelque chose quand même d'assez mature. Et on est quand même très liés. Et ça, j'en suis sûr. Et je te le redis encore, elle est persuadée que c'est une femme qui est bienveillante et qui m'a sauvé, entre guillemets. J'ai dit bien entre guillemets. À vous, Hugo. Tu veux pas que ce soit Pierre qui réponde? Non, parce que je te vois sourire. Non, je te vois sourire. Une excuse-moi. phrase des évangiles, je laisserai la parole à Hugo après. Qui perdra sa vie la sauvera, et qui voudra la sauver la perdra. Tu ne peux pas être sauvé, ne serait-ce que par l'intervention de quelqu'un d'autre que toi. C'est une illusion. La preuve, c'est que tu vas perdre cette illusion parce que l'illusion est destinée à être perdue. La vérité, c'est si tu veux gagner quelque chose parce que ça a un prix pour toi, il faut le perdre. Et moi, je vois bien avec Fred dont je te parlais, il y a eu des crises évidemment dont je te parlais aussi, mais dans le fond, aujourd'hui, on vit quelque chose d'assez merveilleux parce qu'on n'a plus rien à donner et plus rien à demander. Et qu'il y a une dimension où toute notre armure, forcément, s'est effondrée parce qu'on n'a plus rien, et ne serait-ce qu'on s'est aperçu aujourd'hui que l'on s'aimait et que l'on a été incapable d'aimer, et que le problème, c'était l'amour. C'était pas le manque d'amour, le problème, c'est l'amour. Et quand tu dis « je suis sauvé par elle », c'est pas l'amour, ça. Tu penses à ton salut, c'est-à-dire de disparaître dans le désir de l'autre, ça m'a sauvé. Je suis pas de ton avis. Parce que c'est le désir. Spinoza a dit le désir, c'est l'effort que fait l'homme de persévérer dans l'être. C'est pas les autres qui peuvent te sauver. Au contraire, c'est toujours conditionnel. Et toi? Et le ciel t'aidera. Mais après, attention, quand je mets cette étiquette et cette médaille à cette femme, elle déteste, hein, ça. J'ai rien sauvé du tout. Je la comprends. C'est toi qui t'es sauvé. Alors je sais pas si c'est Oui, de elle a l'ironie. raison. Non, c'est pas de l'ironie. Mais Moi, je suis de son ami. c'est toi qui t'es sauvé tout seul. Tu as bien voulu le faire. Oui. Elle a été d'une aide. Ouais, Elle se considère comme une aide à côté, quoi. Ouais. À côté. Et c'est vrai que ça, comme tu dis, ça a toujours été fait dans la bienveillance et Tu pourras jamais te mettre au numéro 1 de ta propre vie. Ouais. Oui. Et moi, je pense que c'est parce que j'ai tout perdu que j'ai tout gagné
dans ma relation aujourd'hui avec Fred. Mais toi, c'est super beau ce que tu dis, parce que en fait, là, vous vous rendez compte là maintenant, à l'heure actuelle, en fait, vous êtes vraiment désarmé de tout. Et là, vous vous rendez compte que... On est vieux, on n'est pas jeune, on n'est pas beau, tu vois. Ah, t'es beau gosse encore, Pierre. Ouais, mais là... Ouais, et elle a un cancer, donc en plus, bon, ça, normalement, elle veut pas se soigner, parce qu'elle trouve que le médicament tue plus vite, ce qui est pas faux. Et tu vois, quand je dis on a tout perdu, et on réalise quoi? Qu'on s'est aimé, mais qu'on a été incapable, en raison du fait qu'on était armés jusqu'aux dents, en raison de nos blessures infantiles, de plein de choses qui sont normales, je dirais. Mais l'existence, c'est de considérer que l'amour, le vrai, de soi, est un intrus. C'est le personnage, on doit être quelqu'un d'autre que soi. Et ça, papa, maman, hein, ça, c'est, à mon avis, c'est une expérience du commencement. Et tu vois, ça revient à ça, ce que tu dis, parce que, comme on le dit, t'as la force, mais quand tu rencontres une femme, elle sait pas que t'as cette force, donc t'es doux. Quand tu rencontres les premiers jours que tu rencontres une femme, t'es doux, t'es galant, t'ouvres la porte, Quel personnage. Voilà, mais exact. Oui, t'es personnage. Et à un moment, ça marche plus. Parce que t'as été obéissant. Et ce que t'appelles la force, c'est une servilité. Et j'aime pas les servilités. C'est moi, pourquoi j'ai l'amour de Fred aujourd'hui, elle peut le vivre, parce que je suis pas là. Pas là, tu vois ce que je veux dire. Je suis là, hélas, mais je suis là, mais j'ai rien à demander et j'ai rien à donner. Je suis vieux, j'ai une prostate en difficulté, je peux rien donner, rien. Et elle trouve que elle peut être sans danger avec moi. Donc, elle a moins peur, et je veux dire, elle peut vivre librement cet amour dont tu parles. Mais l'amour, Hugo le disait tout à l'heure, mais ça demande rien, on demande rien. On demande pas d'être avec l'autre, on lui demande pas d'être aimé. Quand tu demandes d'être aimé, tu te dis, je suis rien si je suis pas aimé, tu penses à ta gueule, tu penses pas à l'autre. Et je veux dire, quand tu penses à l'autre, tu demandes rien, tu contemples. Tu es là, tu dis que tu m'aimes, ben c'est probablement que c'est pour toi une raison d'être heureuse. Tu veux plus de moi, ou tu m'aimes moins, ou je sais pas quoi. Et les gens se cachent du désir d'être aimés par les autres en les couvrant de cadeaux pour obtenir de leur regard un peu d'estime qu'ils n'arrivent pas à s'accorder eux-mêmes. Voilà. Donc en plus, il existe vraiment des dizaines de masques autour de la bonté prétendue, celui qui donne la pièce aux pauvres. Ça existe sous de multiples formes. Et ces gens-là, si on les regarde de façon au niveau de la surface, ils diront toujours « mais il est adorable cet homme, il est super ». Mais quelle est la raison qui le pousse à faire ça? Est-ce que c'est pour être réhabilité dans le regard qu'il se porte à lui-même, ou est-ce que c'est pour le simple plaisir de faire ça? Et tu te rendras compte qu'il y a plus de gens malades qui expriment une disparition d'eux-mêmes dans une gentillesse, ou autant que dans la force aussi. C'est là où on pourrait vous mettre en opposition tous les deux, dans opposition, je disais bien sûr, entre le masque de la force nécessaire pour Gaylor, mais le masque de la douceur qui peut aussi être la sublimation de la douceur, et non pas la douceur sincère, celle qui sert à obtenir des titres et des galons. Il y a une certaine sublimation aussi dans la force. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais parce que je pense que ce que Gaylor pense, c'est que la sublimation, c'est positif. Aussi. Oui, mais peux-tu donner la définition de la sublimation? Gaylor, moi je veux bien, tu as droit évidemment, heureusement, de penser ça, mais tu vas le payer le prix cher. Non, mais c'est pas ça, Pierre, c'est que Gaylor pense que sublimation c'est sublime, c'est bien. Sauf que sublimation c'est ça qui va lui coûter très cher. Mais non, Pierre, il faut lui définir le terme, c'est ça que j'essaie de te... Vas-y. La sublimation, c'est transformer quelque chose, faire d'un élément qui est nocif ou banal, quelque chose qui serait incroyablement magnifique. Je prends un exemple, disons, je sais pas... valoriser le maréchal Pétain des galons parce qu'il a mené une bataille et que ça a permis de tuer plus d'Allemands que de Français. Et qu'on va fêter l'événement. Donc c'est de la sublimation. La sublimation d'une boucherie de la Première Guerre mondiale. On a gagné, mais on n'a rien gagné. Tous les hommes sont morts. Tu vois? Ben ça, c'est la sublimation. Et après, on va aller avec la trompette. Et puis toi, tu crois qu'en fait, tu as gagné quelque chose. Mais... Donc ça, donc la sublimation, en fait, c'est pas positif. C'est la transformation d'un élément, d'une personne, d'un événement, au profit du changement... C'est l'histoire de l'histoire, je dirais. Ouais, mais il allait en venir à ça. Enfin, t'allais en venir un peu à ça en disant, tu vas le payer.
la sublimation de la force surtout vers ça la paix. Oui, qui oui, t'intéresse, c'est sûr. je pense. Non, mais oui, C'est mais que les celui deux- que tu les aimes, deux tu vas sont- le perdre. Oui, oui. Et je pense que c'est important, pour passer de la sublimation au réel, de penser que c'est un chemin qui peut être bien de perdre l'autre. D'où les paroles évangéliques. Qui perdra sa vie la sauvera, c'est tellement vrai. Et qui voudra la sauver, la perdra. C'est de passer à la représentation et à la sublimation dont parle Hugo, à la vérité et à la réalité qui est qu'on n'est pas capable d'aimer. Ou alors je peux dire demain, je peux le dire, Monsieur Mélenchon aime le genre humain. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le croire, sauf ceux qui veulent sublimer absolument pour une réalité personnelle dont nous parlons et une pathologie. Tout le monde voit que c'est pas vrai, mais pour beaucoup, c'est qu'ils le croient qui est suffisant, que ce qu'il dit est vrai. Mais qui peut le croire que celui qui veut le croire? On revient à l'intentionnalité. C'est pas la vérité qui est importante. C'est la puissance que l'on a de dire au réel ce qu'elle doit être et non pas ce qu'elle est. Le réel peut être transformable si tu lui apprends comment il faut être. Le monde ou le réel, comme on veut qu'il soit, n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'il est. Et la réalité, c'est que, comme tu le dis, notre regard toujours et tout le temps recherche la puissance dans la capacité à transformer une réalité d'une manière sublimée qui n'existe pas. C'est vrai que l'homme, en général, cherche quand même une certaine puissance à chaque fois. Tout le temps, Où il est. tout le temps. Où il est, Quand tu dis l'homme, c'est l'homme masculin ou l'homme avec un grand H? Que je comprenne. Ouais, masculin. D'accord. Oui. Masculin. La femme aussi, Maintenant. toujours. Oui. La femme qui, au 19e siècle, se mariait parce qu'il fallait faire une sortie, trouver l'homme qui... Il n'y avait pas question d'amour. Tu dis maintenant, mais c'est parce que désormais, la femme, en tout cas en Europe de l'Ouest, essaye de s'accaparer la force symbolique masculine dans la nécessité d'avoir une carrière, de faire des sports de force, littéralement. Mais en vérité, la force de la femme se trouve dans le masque de la douceur. Du contrôle de l'homme par l'être fragile, sensible, mais qui a la capacité psychologique, puisqu'elle n'a pas la force physique, de contrôler l'homme par ses charmes ou son verbe, à user de la force de manière détournée. Et tu dis maintenant, mais la femme a la force comme l'homme, sous une autre forme en revanche. Et le féminisme, en fait, est un détournement de la forme que possède la femme, de la force, qui maintenant est une copie en fait de la force masculine et qui est une hérésie à l'échelle de la femme, puisque c'est un dévoiement de sa propre féminité. Ouais. Alors la femme a la force, tout comme l'homme, depuis la nuit des temps. Elle est la maîtresse de son foyer de mille et une façons. Hein. Après, c'est une aliénation aussi, mais tout comme l'homme a toujours subi l'aliénation de sa propre image et de sa propre caricature de celui qui doit aller au travail. Parce que souvent, on oppose avec les féministes, ouais, vous avant vous travailliez, nous on était confinés à la maison. Ouais, je suis pas sûr que mon grand-père qui est mort prématurément d'avoir été dans des mines à 8 ans, il est bien joui de la symbolique de la force masculine, hein, si tu veux mon avis. Mais c'est ça, cette puissance. Et l'homme, donc, veut absolument avoir un grade, on va dire. Ils aiment ça. Un grade de puissance, de commander. Oui, mais c'est une corruption du désir. Il y a un moment, si la femme admire chez l'homme ce qu'il n'est pas, c'est parce que ça la protège de ce qu'elle est. Et à un moment donné, dans l'objet, on perd le vivant, c'est-à-dire on perd le désir. Elle vous désire plus. Et elle vous méprise d'une certaine manière, parce qu'on a accepté de se soumettre à sa puissance, qui était une puissance illusoire. Le fait qu'on ne regarde que l'objet, c'est-à-dire le corps. Je reviens à mon génital et à mon cérébral comme un des symptômes de la perte du désir. Après, il n'y a plus de désir. C'est fait pour la corruption du désir. Parce que le désir, c'est l'amour, et c'est une fragilité. Donc, tout le don qu'elle fait d'elle-même dans le génital, tout est faux quant à l'amour et quant au désir. Et il y a un moment, le désir disparaît. Et l'amour aussi. Platon dirait que ce qui fait le désir, c'est le manque.
Et quand on est sur le dos l'un de l'autre, à travers le mariage, les enfants, tout le temps, eh ben cet objet se réalise d'une manière incontestable, et le désir s'en va. Puisque ce qui nourrit le désir, dans le sens génital, c'est l'illusion. Mais il y a aussi la puissance. Être désiré, ça la répare, la femme, dans sa constitution, du fait d'être pénétrée, qui peut être insupportable, et dont on ne parle jamais. Ça dépend de quel mec s'en occupe. Hein. Pas sauf Hugo, qui lui réussit, et particulièrement... J'ai cru qu'il allait dire qu'il est tellement mal équipé que ça fait rien. Je l'attendais, celle-là. Pas du tout. Il le fait tout le temps. Voilà. C'est vrai. Et donc, le masque de la douceur, qu'en penses-tu, Pierre? Parce que c'est quand même le lieu de l'expression d'une violence très particulière aussi. Parce que finalement, c'est aussi la force. La plupart des masques sont l'expression de la force. Les béatitudes, c'est heureux les doux, et c'est ça qui est mystérieux. Dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, heureux les doux, car ils posséderont la terre. La vraie puissance, le vrai accomplissement, c'est la douceur, c'est-à-dire ne pas s'approprier le vivant en vue de la corruption de ce vivant. C'est dans l'être. L'être, c'est l'effort que fait l'homme de persévérer dans l'être. C'est le désir, c'est ça. Le respect de l'être en soi, c'est la pauvreté, heureux les pauvres. Et c'est vrai que la pauvreté, c'est qu'on est propriétaire de rien. En plus, c'est la vérité. Et qu'on accepte que les choses vous échappent. Et les enfants, les rires des enfants ont une valeur incalculable et ils sont plus que pauvres, ils sont démunis de tout. Tout à fait. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut qu'on arrive à se réapproprier. Oui, parce ce que regard-là. L'enfant devient notre ennemi au moment où on a le souci de les éduquer. C'est-à-dire de leur enlever leur enfance comme étant un handicap pour le futur de leur vie. C'est ça l'éducation. Et si on leur dit la vérité un jour, c'est-à-dire je suis incapable de te dire comment vivre parce que ça a très mal marché pour moi, et je m'en suis sorti avec beaucoup de difficultés, il commence à se dire le papa me regarde ou maman et me parle de lui, et je vais arrêter de penser que je porte en moi que des choses médiocres ou qui font que ma vie sera impossible à vivre. Elle ne l'est que dans l'obéissance. Il faudra bien que quelqu'un apparaisse pour me sauver, quoi. Oui, c'est ça. Tu as raison, Hugo. Et je sais que je t'ai observé, alors, il y a pas 4 fois, mais au moins 3 fois, avec des parents qui passaient et qui te connaissaient avec un enfant. Les parents, ou la dame, ou le monsieur, forçaient l'enfant à dire bonjour. Oui. Et ça, t'aimes pas ça. Enfin, t'aimes pas, tu disais, laissez-le, pas besoin de me dire bonjour, laissez-le faire ce qu'il a envie. Ben, voilà. Et c'est curieux parce que j'ai une relation merveilleuse avec les enfants. Ils sentent d'une manière incroyable que je les regarde comme du merveilleux, et je me force pas, je trouve que c'est beau, toi aussi, je suppose. Et c'est terrible de dire bonjour au monsieur. C'est terrible. Oui, j'en parlais la semaine dernière avec Hugo. Ouais. Moi, j'avais juste un regard. Et on disait bonjour. Ah ouais. Voilà. Eh oui. Le regard. Eh oui. Quand tu rentrais chez quelqu'un. Eh oui. Et Ouais. l'air de dire, j'ai pas entendu, quoi, tu vois. Et là, le bonjour était direct. C'était vraiment. Ouais. Et donc, c'est une chose qui reste, ça. Dis bonjour, monsieur, même si tu le penses pas, c'est pas grave. Tu obéis à la loi sociale et tu deviens bien élevé et bien éduqué. Voilà. Ah, c'est vrai, ça. T'as vu ? C'est ce que je disais, moi, ça m'est resté, ça. Et maintenant, je ne supporte pas quelqu'un qui dit pas bonjour ou au revoir. Ah oui. Parce que ça vient donc, on en revient toujours au même, ça vient du père, et l'éducation, et la sociabilité. Il faut vraiment dire bonjour, au revoir, et tu seras en gros, vous nous égobez, tu seras quelqu'un de bien déjà. Oui, voilà. L'apparence sera déjà bien. C'est-à-dire, tu seras bien si tu es un autre que toi. Je dis pas bonjour parce que j'ai envie, je dis bonjour parce qu'il faut mentir. Ça, je suis en danger et je ne serai pas quelqu'un de bien. Je veux, je dois. Voilà. Et c'est...
Et ça m'a fait interpeller dans le bon sens. Hein. Que tu leur laissais quand même libre choix. Et tu disais, c'est toi qui faisais un peu aux parents. Ah ouais. Je n'ai pas dit la psychanalyse, mais la psychologie. Mais laissez-le faire. C'est lui qui doit choisir si c'est bonjour. Et c'est marrant, depuis que j'ai ce regard, j'ai des enfants, même jeunes, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui se précipitent. Bonjour mon copain, c'était il y a 3 jours. Bonjour mon copain. Les 2 enfants du pizzaiolo, tu sais. Ouais. Et depuis un moment, elles me font ça, les filles. Et moi, je leur dis bonjour mes copines, voilà. Et ça suffit. Il y a une espèce de. Et je sens le regard de la mère qui se dit c'est quoi ce pédophile? Appelez la police. T'as la suspicion immédiate, quoi. Si t'as une sympathie. Bon. Et j'ai souvent du succès avec les petits enfants parce qu'ils sentent. Ils sentent que je demande rien, que je les éduque pas, et que moi, je m'en suis tellement mal sorti avec moi, dans ma colère, que je préfère parler de cette vérité-là que leur dire « Vous allez apprendre à être quelqu'un que vous n'êtes pas, faites comme moi je progresse. Je suis quelqu'un de beaucoup plus socialisé. En plus, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de reprendre ma vie en main. Voilà. Tu vois. Ah, c'est bien. Ça prend des tirs. C'est bien. T'es quelqu'un de bien. Oui, t'es quelqu'un de bien, mais pas pour ce que tu crois. On y travaille chaque jour, on y travaille. Et je me souviens, moi, on m'avait demandé une intervention en région parisienne pour des gens des banlieues. J'ai adoré ça. Alors, il y en avait un, il allait toujours vers la formation où il y avait des filles. Un jour, je l'ai pris par le callback et on avait des discussions. J'avais 30 ans, 35 ans. Mais j'adorais ça parce que il y avait une vraie violence et souffrance chez ces jeunes-là que tu as connus sûrement. Mais je les aimais tout de même, et ils arrivaient à aimer, je crois, à bien aimer aussi, mais c'était quand même du costaud, quoi. C'est pour ça que quand tu m'en parlais, Gaylord, ça évoque plein de choses. Moi, je dis à chaque fois, ça, quand les gens te disent, mettons, tu viens des quartiers dissociés, on va dire. Ouais. Mais j'ai passé mes plus belles années. Oui. On était tous ensemble. C'est comme le sport de combat, en plus, il y a une vérité. Ouais. C'est cash, tu vois, quelquefois, c'était... C'est quand même, c'est pas du tout, les gens, ça, voilà, par rapport aux médias. Donc ça fait peur, les médias, c'est sûr et certain. Ouais. Mais quand on est dedans, à cette époque-là, c'était vraiment un échange qui a été, maintenant avec le recul constructif, parce qu'on était tous ensemble, c'est apprendre à vivre ensemble, à se respecter ensemble. Et ben, est-ce que tu peux pas revenir, Gaylord, à ce rapport à toi-même, plus vrai? J'y retournerai pas comme habitué. Ce sera pas pareil. Hein. Mais ça serait. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est bon, ouais, je comprends. Ouais. Et comme ça, tu sauveras ce qui est perdu. Qu'est-ce qui t'a fait devenir? Qu'est-ce qui a été, toi, le déclencheur de la douceur? Pourquoi tu t'es dit un jour, je vais devenir doux? Elle m'a pas sauvé, moi, je vais apprendre à m'aimer, moi, mettons. Mes échecs. Tout ce que j'ai raté m'ont rendu quand même humble avec cette idée que j'étais pas très performant à l'égard de moi-même. Regarder les autres. Dans le numéro 4, tu as un exemple avec Hugo, où on a joué tous les deux quelqu'un d'important vis-à-vis de l'autre, en préférant le regarder selon des principes personnels. Et puis à un moment donné, on s'est dit non. L'amour, l'amitié, dit Hugo, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas regarder quelqu'un et l'analyser. Maintenant, je pense que le problème, c'est pas la société, c'est pas les autres, c'est moi. Et ça se passe entre moi et moi. Et le monde a changé tout d'un coup parce qu'on a dit la vérité. C'est moi qui ai eu un regard qui n'était pas un regard amical. C'est pas vrai. Tu t'occupes plus de l'autre, alors que quand tu t'éloignes de toi-même, tu vas t'occuper que de l'autre en te disant « Ah, t'as tort, t'as ceci, c'est pas ça, les principes d'éducation, tu sais, comme on avait eu. » Et à un moment donné, je me suis dit « Mais non, je veux plus ça. » Et c'est cette contestation de moi, je crois, ce face-à-face avec moi-même, qui m'a fait grandir. C'est pas de moi. Tu t'occupes des autres, ou à travers des certitudes, des idéologies, tout ça. C'est une pathologie personnelle.
Toujours. Toujours. Quand tu commences à apprendre à t'aimer et à te découvrir, c'est un voyage, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est un voyage, mais ça passe par une espèce de vérité de toi, où tu sais que tu as tout raté. Et que quand tu as tout raté, tu commences à tout réussir. Parce que justement, la puissance, tu l'as pas, et tu l'as jamais eue, et tu l'auras jamais. Mais j'ai accepté de dire aussi, je suis en colère. Ma mère m'a mis en colère parce qu'elle m'a pas aimé comme il faut. Elle a refusé d'être mère, en fin de compte, elle était plutôt durcie. Alors c'était caché, comme dit Hugo, c'était vraiment caché. Et cette colère ne m'a jamais quitté, mais dès les 12 ans au lycée Henri IV, où je me suis fait virer au bout de 6 mois, j'ai balancé l'encrier sur le prof de musique. Pour 12 ans, t'es un enfant à 12 ans. J'étais sauvage, mais à un point. Tu vois ce que je veux dire? C'était que de la colère. Mais dans la colère, tu disparais aussi. Elle se retourne toujours contre toi. J'ai commencé à se pacifier en commençant à voir en soi la vérité, qu'on est dit digne d'être admiré par soi. Ça commence là. On ne peut pas se mépriser, parce qu'on méprise ce qu'on porte, tu le disais tout à l'heure, Gaylor, de vie, tout ce qu'on porte de vie en soi. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. Donc c'est une mutilation de l'être, mais c'est un mépris de l'être que l'on est profondément. Eh bien, commencer à être comme ça, moi je vois Socrate, il m'a influencé là-dessus, quand il dit l'homme le moins apte à connaître est celui qui pense, le plus ignorant, pardon, c'est celui qui pense qu'il ne l'est pas. C'est beau, c'est le seul penseur qui pense qu'il est ignorant. Je sais que je ne sais rien, et cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est l'être est lié, à cette espèce de séparation avec ce jeu du monde, cet esprit du monde, où il faut se réduire à l'objet pour être en sécurité. Après, je suis conscient que la force m'a aidé dans certains moments, mais elle m'a plus été, on va dire, dure à vivre et dégradante et amener des ennuis, on va dire, des ennuis. Hein. On peut pas dire le contraire. Hein. Que des choses bénéfiques. Oui. C'est bénéfique, la force. Et j'en suis vraiment conscient à 100%. Mais t'imagines que tu ne t'admires que quand tu es dans un personnage. Ça veut bien dire que tu arrêtes de t'admirer dans l'être que tu es. Tu te méprises dans cet être-là. Ça vient d'où, ce mépris de soi? Et moi, j'étais pareil, je te comprends, parce que j'étais pareil. C'est dans le personnage qui était une nourriture pour ma colère. Et là, il y a peut-être une intention. Et la vérité, c'est qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter que j'étais en colère contre ma mère. Et que je ne supportais pas cette souffrance-là. Et que d'être un autre... Que tu aimais en plus. Oui, c'était vrai. D'être un autre était un soulagement. On aime... Le bourreau. J'entendais une émission un jour, une femme qui s'est fait séquestrer pendant 37 ans par son père, mais qui n'était pas son père, en fait, c'était son demi-frère. C'est une histoire... dormir dehors, mais c'est réel, c'est passé dans les médias, tout ça et tout. Et en fait, quand cet homme-là, il lui a fait subir le pire, je te passe tous les détails, c'est limite, c'est écœurant. Et ben quand il est mort, ce mec-là, elle allait se suicider de tristesse. C'est c'est incompréhensible dans le sens, pour moi c'était incompréhensible. Et quand on voit que c'est l'attachement au bourreau, elle perdait son repère. Parce qu'elle a été déterminée par le regard de cet être, qu'il fasse du bien ou du mal. C'était son phare, c'était la base sur laquelle s'est fondée toute sa vie. Donc ça n'a pas de rapport avec le bien ou le mal, la morale, le fait d'obtenir quelque chose ou pas. Tout est déterminé par le regard. Et la question, c'est de savoir comment on a été déterminé par le regard des gens qui sont prétendument les gens qui nous ont mis. Enfin, c'est le cas, mis au monde, mais avec amour par définition. Mais il reste à voir quand même dans le détail ce qui s'est réellement passé. Et malgré soi, on gardera cet amour, bourreau ou pas bourreau. Mais la question est celle de la séparation. Naître, c'est se séparer.
Mais ça veut dire qu'on est mieux, on est à soi-même, mais on n'est plus dans la relation. Et on ne veut pas quitter le bourreau parce qu'on accepte les conditions de la relation qui sont de n'être rien à ses propres yeux. Et on l'accepte, puisque lui vous regarde comme un objet méprisable. C'est les conditions de la relation, et on ne veut pas se séparer. D'où l'intentionnalité d'être l'objet qu'il désire qu'on soit. Et ça, on l'a longtemps. Hein. On l'a longtemps. On ne va pas s'en débarrasser comme ça. Hein. C'est très, très difficile, hein, ça, de s'en débarrasser. C'est l'imprégnation animale en nous. On est imprégné par les conditions oedipiennes, je dirais, et on ne se séparera pas facilement de ça. On a beau dire bon appétit, Hugo. Merci, j'ai fait suffisamment discrètement pour que les auditeurs s'en rendent pas compte, mais maintenant... On parle de vérité. Pierre, Moi, c'est une vérité animale qui me dirige, j'ai la dalle, j'ai pas bouffé encore ce matin. Les auditeurs seront heureux de savoir que je mange un pain au chocolat. Oui. Voilà. Et oui, que t'es comme tout le monde, quoi. Oui. Même Ouais, si certains pensent l'inverse. Et oui. Bon. Une dernière parole. Oui, vas-y, Guélo. Quelle- On t'écoute. je te laisse. Ah non, La, pourquoi la conclusion à l'invité et l'honneur. Ah oui, exactement. Qu'as-tu retiré de cet échange qu'on a Est-ce que fait c'était un plaisir, déjà? Mais déjà, c'était un véritable plaisir. C'est toujours un plaisir. Ben, pour C'est moi toujours un aussi. véritable plaisir. Là, c'est vraiment. On prend forme à vraiment apprécier le moment. Ah ouais. Pas juste se dire, ouais, tu vois, comme on disait tout à l'heure, Ouais, bon, ouais. bah, ça, Ouais. c'est pas normatif, c'est pas. Oh, je suis obligé de venir. Là, c'est vraiment un moment où on est content de. Enfin, moi, le Saint-Anne, j'étais content de venir, j'étais content de me lever, j'étais content de vraiment de partager ce moment. On a bien parlé, je trouve, à travers notre vie, du masque et de la force. Je trouve que ça n'allait pas de soi pour moi, en tous les cas. Mm-hmm. J'ai réfléchi avant, mais et à travers la vie de chacun, hein, et ta vie en particulier, c'était riche même. Oui, mais ça a été riche aussi pour nous. Pour moi, c'était important. Tu reviendras. C'était très intéressant et Ah, c'était une première. Oui. Et une expérience à renouveler avec quiconque a le désir de Oui. nous rejoindre. Hein, Oui. contactez-nous par mail. Oui. Si vous n'avez pas ce courage-là, mais que vous avez quand même eu l'envie de participer d'une quelconque manière, n'hésitez pas à nous écrire vos questions donc par mail ou sous la vidéo sur Spotify ou YouTube aussi, parce que c'est là-dessus que j'ai répliqué notre échange. Et puis, il me reste plus qu'à vous dire... En tout cas, moi, j'ai passé un moment très agréable, encore une fois, et ça m'a plu d'être dans le rôle plus de... Même si j'ai agi de spectateur, dans la nature de l'échange que menaient Pierre et Gaylor entre eux. Donc, nous, on va continuer et prolonger cette discussion autour d'un repas, puisque j'ai une faim de loup, comme les auditeurs le savent désormais. Et il me reste plus qu'à vous dire, probablement à la semaine prochaine, nous verrons bien de quoi nous parlerons. Encore une fois, on se laisse porter par notre désir qui n'est pas contrôlable. Voilà. Et c'est comme ça qu'il existe, Oui. parce qu'il n'est pas déterminé. Exactement. Merci Pierre, merci Gaylor. Hugo, merci Gaylor. Merci Hugo, merci Pierre. C'était une belle chose. Allez, Pour nous aussi. à la prochaine. Ouais. Salut. Ciao. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas. Hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon, relax.